Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. Tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous avez besoin de l'assistance du téléphoniste, veuillez appuyer sur étoile 0. Si vous désirez un soutien technique sur le web, veuillez utiliser la boîte de dialogue sur votre écran. Je donne la parole à votre animateur, M. Stephen Sammis, vice-président programme à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Monsieur Stephen Sammis, bonjour et bienvenue à notre webinaire Transformer les régions en système de santé à haut rendement. Je m'appelle Stephen Sammis, je suis vice-président programme à la FCASS. Je suis très heureux d'animer cet appel. La FCASS est un organisme à but non lucratif financé en vertu d'une convention avec Santé Canada et nous travaillons avec les leaders du secteur de la santé en vue de favoriser les améliorations des systèmes de santé dans les provinces, territoires et régions. Plus de 250 personnes se sont inscrites pour cette séance. Alors que je présente nos conférenciers invités, je vous demanderai de prendre un instant pour vous présenter vous-même dans la boîte de dialogue. Sont présents aujourd'hui pour nous faire part des conclusions et recommandations clés de son rapport récent. Nous allons entendre le Dr Yves Bergevin, est médecin de famille, épidémiologue, médecin de santé publique. Il est actuellement conseiller de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux au Québec, ainsi que des organismes nationaux et internationaux. Helga Bryant est chef de la direction de la région sanitaire du Nord au Manitoba. Enfin, Paul Hurst est chef de la direction fondateur du réseau local d'intégration des services de santé du Sud-Est en Ontario. Nos productrices Sheena Powell et Kelly Ripley assurent la logistique de cette web émission. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de fournir un service d'interprétation simultanée comme pour tous nos webinaires. Nous vous invitons à participer à la boîte de dialogue aujourd'hui dans l'une ou l'autre langue officielle. Aujourd'hui, vous allez entendre nos panélistes évoquer le passé, le présent et l'avenir de la régionalisation au Canada. Nous allons explorer la manière dont les systèmes de santé régionalisés intégrés pourraient améliorer l'accès aux services de santé et nous allons envisager la manière dont une voie pour l'avenir pourrait aider les diverses régions canadiennes à parvenir au triple objectif, meilleure santé, meilleurs soins et meilleure valeur. Alors je donne la parole au Dr Bergevin. Dr Yves Bergevin, merci beaucoup. Stephen Sammis, je suis très heureux de me trouver parmi vous et d'évoquer avec vous la manière de transformer des régions en système de santé à haut rendement. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe qui a participé. Bettina Habib, Kissa Elixon, Jean Rochon, Cynthia Ademé, Guylaine Boucher, Jean-Louis Denis et Denis Roy. Denis Roy a joué un rôle très utile en nous guidant dans ce processus. Stephen Sammis et Lauren O'Neill nous ont offert un excellent soutien au niveau de la fondation. Stephen Sammis a joué un rôle de conseiller fondamental dans cette étude. Le rapport est disponible sur le site web de la FCASS à l'adresse qui figure sur la diapositive. Je n'entrerai pas trop dans les détails, je me contenterai de passer en revue les grandes lignes du rapport. Le but de cette étude consistait à fournir un aperçu et des données probantes sur l'impact de la régionalisation au Canada sur le triple objectif, une meilleure santé, de meilleurs soins et d'une meilleure valeur. Il s'agissait ensuite de présenter les principales conclusions et une voie à suivre, y compris une vision de la régionalisation, ainsi que les domaines d'amélioration afin de transformer les régions en systèmes de santé à haut rendement. Les méthodes de l'étude étaient assez classiques. Nous avons procédé à une recension de la littérature. Nous nous sommes entretenus avec 30 à 32 principaux dirigeants du milieu de la santé, sous-ministres, sous-ministres adjoints, chefs de région, aux responsables d'organismes canadiens et 2 anciens ministres. L'équipe de recherche s'est ensuite réunie, s'est réunie régulièrement pour analyser et interpréter les conclusions. Les forces de cette étude étaient attribuables au fait que des hauts dirigeants ont été interrogés anonymement. Ils se sont donc sentis à l'aise
pour exprimer les impératifs d'amélioration des divers systèmes de santé au Canada. Et nous avons constaté une forte convergence de vues, aussi bien dans nos entretiens que dans la littérature. L'imitation d'études, nous n'avons pas repéré de solides évaluations de la régionalisation et la littérature est surtout fondée sur des opinions d'experts, ce qui limite quelque peu la portée des conclusions. Le Canada continue d'afficher une bonne santé avec une augmentation de l'espérance de vie de 3 ans au cours des 7 dernières années, passant de 78 à 81 ans, soit 2 ans seulement derrière le Japon. Toutefois, comme le déclare Stephen Lewis, les soins de santé du Canada continuent d'être médiocres. En témoignent des données récemment recueillies en 2014 par le Commonwealth Fund qui compare la France et le Canada. Bon, il y avait d'autres pays aussi, mais nous signalons les différences entre ces deux pays. Au niveau des dépenses de santé personnelle, la possibilité d'obtenir un rendez-vous le jour même et le lendemain, l'accès aux soins après les temps normaux et l'utilisation du service des urgences. Le Canada obtient des résultats beaucoup plus médiocres dans ces 4 mesures qui sont importantes du point de vue des patients. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de ces diapositives, mais pour vous donner que des changements au fil du temps dans les 13 instances des provinces et territoires se sont produits de façon plutôt irrégulière en fonction d'un calendrier politique, ce qui ne nous a pas permis de consacrer suffisamment de temps dans telle ou telle instance pour étudier les changements entraînés par la régionalisation. Alors, quelles étaient les principales conclusions de l'étude? Tout d'abord, le Canada se dirige vers un système de gouvernance à 2 niveaux, celui de la province ou du territoire et celui de l'autorité régionale de la santé, à l'exception peut-être du cas de l'Ontario, qui évolue dans cette direction, mais qui possède toujours plusieurs niveaux. Le niveau local, avec les conseils hospitaliers, ce qui devient un niveau régional, mais qui n'y est pas encore. Nous allons entendre davantage d'interventions un peu plus tard, les réseaux locaux d'intégration de la santé, et puis enfin le gouvernement provincial. Nous avons constaté que la taille optimale des régions est fonction de la géographie, bien sûr. Lorsque la population est suffisante, une région desservant entre 350 et 500 000 personnes paraît optimale. Les temps de transport routier ou voire aérien ne dépassant pas 3 ou 4 heures pour les patients, mais également pour les fins de supervision, services spécialisés, encadrement, etc. S'agissant du triple objectif, principale conclusion, les choses vont mieux qu'avant, mais les résultats sont très variables bout à l'autre du Canada et partiels. Nous avons obtenu des améliorations au niveau de la santé grâce à une approche de la santé de la population. Nous avons sont parvenus à dispenser de meilleurs soins en fonction des besoins de la collectivité, du regroupement des services, la gouvernance et des réseaux cliniques, les plans régionaux de prestation de services, une meilleure capacité organisationnelle et une meilleure qualité. Nous offrons une meilleure valeur, encore une fois meilleure qu'avant, mais variable et partielle, avec des prises de décision beaucoup plus solides fondées sur des données probantes, meilleur établissement des priorités, une meilleure affectation, une meilleure utilisation des ressources, une amélioration du rapport coût-efficacité, notamment grâce à une diminution des coûts unitaires des services regroupés, et enfin l'évitement des chevauchements et la rationalisation des soins. La participation des citoyens, elle augmente. Il y a eu beaucoup d'engagement des leaders municipaux, mais la disparition des conseils locaux de santé a réduit la participation des citoyens au niveau local. Une autre conclusion clé, les résultats sont incomplets parce que l'approche de programme axée sur les résultats est incomplète, les buts et les objectifs sont peu clairs et les systèmes de surveillance sont faibles. La participation des médecins s'améliore quelque peu mais reste variable et faible. Quant aux soins de santé primaires axés sur le patient, l'amélioration est variable. La bout à l'autre du Canada est faible par rapport à d'autres pays. Cela nous a un peu étonnés vu que nous avons une excellente formation dans le secteur de la médecine familiale en tout cas. Nous assistons à des progrès lents et variables au niveau des systèmes d'information et des dossiers de santé électronique, les réorganisations fréquentes de l'architecture de la prestation des services de santé, ainsi que des structures et des fonctions régionales au sein des provinces, un manque de clarté dans les rôles et responsabilités des gouvernements, des ministères de la Santé, des autorités régionales de la santé, une insuffisance de la couverture financière des médicaments essentiels
dans les établissements de soins ambulatoires et à domicile, accroissant le recours à l'hospitalisation. Les régions jouent le rôle d'intégratrices en vue de l'amélioration de la santé, meilleurs soins, meilleure santé, meilleurs soins, meilleure valeur. Et la vision des régions en tant qu'intégratrices dans bout à l'autre du Canada comporte un solide leadership exécutif, un leadership professionnel des médecins et un leadership citoyen. Cette combinaison semble importante pour parvenir à des résultats optimaux. Nous pensons que nous proposons une vision réaliste qui reflète les derniers développements dans les systèmes de santé à haut rendement dans le monde entier, y compris dans des organismes de soins responsables comme Kaiser Permanente et Intermountain. Une conclusion très importante, si l'on combinait les meilleures caractéristiques des régions sanitaires du Canada, on atteindrait probablement une telle vision. Une telle vision est réaliste à court terme pour les provinces et les territoires canadiens. Alors donc, voici la voie à suivre dans laquelle nous avons dégagé 7 domaines d'amélioration qui encourraient des frais ponctuels modiques et permettraient de réaliser et surtout des économies de coûts récurrentes. Voici ces 7 domaines d'amélioration. D'abord, gérer les systèmes de santé régionalisés intégrés comme des programmes de santé axés sur les résultats. En les transformant donc en système de santé à haut rendement, avec des repères, un système de supervision solide, comme on s'y attendrait lorsqu'on gère un programme de cette envergure, avec une solide base de données probantes. Deuxièmement, sans oublier que les améliorations de la santé proviennent de l'extérieur des services de santé, nous devons renforcer la promotion du bien-être, la santé publique et l'action intersectorielle pour la santé afin de mieux aborder les déterminants sociaux de la santé. Troisièmement, assurer l'accès rapide et personnalisé aux soins de santé primaires et familiaux personnalisés ainsi qu'aux services de proximité. J'y reviendrai vers la fin de mon exposé, mais ceci est critique pour progresser. Quatrièmement, nous devons mettre à contribution les médecins dans la gouvernance et le leadership clinique et collaborer avec eux dans la responsabilisation des résultats, y compris les changements requis dans les contrats et la rémunération des médecins. Les paiements à l'honoraire ne semblent pas optimaux dans toutes les situations. Il conviendrait donc d'envisager des formes mixtes de rémunération pour toutes les activités, qu'elles soient de nature clinique, d'enseignement, de gestion, de recherche. Une rémunération mixte paraîtrait préférable, y compris certaines formes de capitation, ainsi que d'autres modalités. Cinquièmement, faire participer les citoyens au façonnement de leur destin et de leur système de santé. Sixièmement, renforcer les systèmes d'information de santé, accélérer le déploiement des dossiers de santé électronique et assurer leur interopérabilité. Ça, c'est un élément très important. Donc, leur interopérabilité avec les systèmes d'information de santé pour parvenir à un système en temps réel. Un patient, un dossier, aussi bien au plan clinique qu'au plan financier. Et septièmement, nous devons favoriser une culture de l'excellence, de l'apprentissage, de l'innovation et de la recherche et encourager la capacité d'adaptation en vue de l'amélioration continue de la qualité. Enfin, nous devons répartir clairement les rôles entre les échelons provinciaux et régionaux avec un solide cadre de responsabilisation. Il faut adopter une approche à l'échelle du gouvernement pour améliorer la santé, une approche pan-gouvernementale, la politique, le financement et la surveillance de la santé revenant à l'échelon provincial, ainsi que la santé publique provinciale et les soins tertiaires, les autorités universitaires. Les autorités régionales étant responsables des soins de santé primaires locaux et de proximité, de la santé de la famille, des soins secondaires et des soins coordonnés intégrés dans tout le continuum, les questions de santé publique régionale et enfin l'action intersectorielle au plan régional et municipal.
Afin de faire progresser cette mission ambitieuse, nous pensons qu'il convient de nous concentrer sur le point 3, assurer l'accès rapide aux soins de santé primaires et familiaux personnalisés ainsi qu'aux services de proximité. Il nous paraît qu'il s'agit de la façon la plus efficace de transformer le système. Nous nous situons à un point tournant du gel de paradigme au changement de paradigme. Des soins épisodiques centrés sur les hôpitaux, aux soins primaires et communautaires axés sur la population et éclairés par des données probantes. Et nous suggérons que le Canada adopte des buts ainsi que des objectifs comparables à l'échelle internationale pour décembre 2020, en veillant à ce que plus de 90% des Canadiens aient accès à une équipe de santé familiale ou un centre de santé communautaire et assurer les soins coordonnés intégrés pour plus de 90% des grands consommateurs, ce qui améliorerait ainsi les soins en collaboration et réduirait le recours aux salles d'urgence ou aux hôpitaux. Les équipes de santé familiale devraient assurer donc une formation à l'amélioration continue de la qualité en collaboration, réunir de meilleures données probantes pour les éléments des équipes de santé familiale moderne et accréditation, une approche pluraliste, équipe gérée par des médecins, centres de santé communautaires, etc., et d'autres méthodes pour prendre en charge, par exemple, les questions de santé dans le Nord ou des autochtones. Nous devons gérer les changements simultanément à 3 paliers du système fédéral dans le contexte du renouvellement de l'accord sur la santé, provincial, territorial et régional. Et nous suggérons donc des groupes créés pour une durée limitée en vue de l'atteinte de ces buts, composés à ces 3 niveaux de cadre supérieur de la santé, ainsi que de membres du Collège des médecins de famille, d'associations de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, d'universitaires, de représentants des patients. Et nous croyons que si nous devions combiner les meilleures caractéristiques des régions de santé, on pourrait progresser rapidement vers des systèmes de santé à haut rendement, contribuant également ainsi au triple objectif meilleure santé, meilleurs soins et meilleure valeur pour les Canadiens et les Canadiennes. Stephen Samis, merci beaucoup, Dr Bergevin, pour cet excellent survol des conclusions du rapport. Ce que nous avons entendu dire par les leaders de la santé, ainsi que les recommandations pour la voie de l'avenir afin de parvenir au triple objectif au Canada. Je donne à présent la parole à Helga Bryant. Helga Bryant, bonjour tout le monde. Merci Stephen Samis, merci beaucoup Dr Bergevin pour votre présentation. J'ai été invité à évoquer l'expérience vécue au Manitoba en matière de régionalisation. Je vais commencer par passer en revue rapidement l'évolution de la régionalisation au Manitoba. Nous avons entamé ce processus en 1997 en milieu rural et en 1998 au milieu urbain, Winnipeg et Brandon. Nous avons commencé avec 13 régions et très rapidement, les 2 régions qui avaient été créées à Winnipeg ont fusionné, ce qui nous en a donné 12. Ces 12 régions sont maintenant au nombre de 11, puisque 2 régions rurales ont fusionné. À l'époque, je crois qu'il avait été souhaité de fusionner plus que ces 2 régions-là, mais Dr Bergevin a évoqué l'influence politique, des considérations politiques. Ce qui nous a amené à 11 régions. 11 régions que nous avons conservé pendant des années. Les objectifs à cette époque et le fonctionnement des 11 régions pendant toutes ces années consistait à intégrer les services. À l'origine, Santé Manitoba avait fourni des services de soins à domicile, des services de soins de longue durée, services de santé publique, de soins continus. Tous ces services ont été transférés aux autorités régionales qui avaient pour tâche d'intégrer les services de soins actifs et les services de soins communautaires.
Il s'agissait d'une époque très intéressante au niveau de ces divers programmes, ce qui a souvent créé un peu, ce qui a créé des tensions de direction. Les hôpitaux, par exemple, envisageaient de réduire la durée de séjour, augmenter l'utilisation, ce qui entrait en conflit avec une augmentation sensible donc des soins à domicile, des services communautaires. En 2012, il était évident dans la province que nous avions vraiment besoin de nous concentrer beaucoup plus sur la pérennisation des systèmes et le rendement des systèmes. L'intégration s'était produite au sein des régions, mais les régions elles-mêmes fonctionnaient de façon très indépendante, très cloisonnée, compte tenu de la mobilité accrue des citoyens dans toute la province, compte tenu des demandes et des attentes accrues de la part des patients et des citoyens. Il était nécessaire d'apporter un changement. Donc, en 2012, lorsque nous avons fusionné les 11 régions pour en donner 5, l'impératif consistait à commencer à constituer un véritable système unique malgré qu'il exista 5 régions. Je crois que les 5 régions se sont penchées de façon très diligente. Si vous considérez la carte du Manitoba, elle ressemble un peu à un rayonnement. Il y a un certain nombre de services qui correspondent à la centralisation de la population de Winnipeg, et les 4 régions rurales sont regroupées autour de Winnipeg. La région du Nord, dont je suis chef de la direction, représente 62% de la superficie du Manitoba, mais moins de 6% de la population. Donc la population est très clairsemée. Bon nombre de nos communautés sont très petites, certaines au moins de 100 habitants. Plusieurs ne sont accessibles que par avion, quelques-unes étant accessibles l'hiver. 70% de notre population est autochtone, ce qui appelle un fardeau accru de maladies et une augmentation des besoins en matière de soins. Alors, qu'est-ce qu'on y a gagné depuis 2012? Une concentration au plan provincial, et en particulier pour nous dans la région du Nord, ça a été la santé de la population. Nous avons travaillé très fort à la promotion de la santé, à la prévention de la maladie, et depuis un an, nos conversations ont évolué pour inclure l'équité en santé, sachant que certaines régions auront besoin de services de santé beaucoup plus importants que d'autres parce qu'elles commencent à partir d'un niveau de prestation de services moins évolué. Et nos communautés et nos fournisseurs de services considèrent cela comme étant une véritable priorité. Le continuum de soins, nous proposons tous les programmes et services financés par la province, ainsi que l'accès à ces services. Il y a beaucoup de services qui ne sont fournis qu'à Winnipeg et nous facilitons l'accès à ces services-là aussi. Nos défis reliés au continuum des soins représentent un défi. Nous avons beaucoup de communautés qui ont absolument besoin que nous établissions des relations de travail en étroite collaboration avec la Direction générale des services de santé autochtones et inuits de Santé Canada. Ça, c'est une véritable opportunité pour nous et nous sommes très satisfaits de nos excellentes relations avec la Direction générale de la santé des Autochtones et des Inuits. C'est une occasion pour nous d'établir des partenariats avec une compréhension très claire de nos différentes missions, de nos différents rôles et de nos ressources, ainsi que de nos défis respectifs.
On s'intéresse aussi depuis 2012 beaucoup plus à la participation communautaire dans l'expérience du patient. Nous avons des groupes locaux de participation en matière de santé. Ce sont des citoyens qui se portent volontaires, qui se réunissent régulièrement pour dispenser des conseils au conseil d'administration, lesquels sont également approuvés par le ministère de la Santé et représentent le public. Les groupes locaux de participation en matière de santé fonctionnent à différents degrés dans la région, mais lorsqu'ils fonctionnent bien, ils nous aident beaucoup à comprendre la dynamique de diverses communautés et permettent de faciliter la communication bidirectionnelle entre les communautés. Nous travaillons aussi à différents niveaux d'engagement avec les patients, avec les communautés, avec les personnes dans les communautés. Quand vous songez que 70% de notre population presque est constituée de Premières Nations, nous cherchons étroitement à établir des relations avec des chefs, des conseils, avec des conseils tribaux et avec d'autres organismes des Premières Nations. J'ai d'ores et déjà évoqué la Direction générale de la santé des autochtones inuits. Dans les questions de santé, nous avons d'excellents partenariats. Nous concluons des ententes de contribution. La Direction générale de la santé des autochtones et des Inuits soutient certains de nos programmes et services, par exemple au niveau des salles d'urgence, au niveau des communautés où nous envoyons des ressources. Alors, nous sommes très fiers de nos partenariats très novateurs. Je voulais en évoquer quelques-uns en concluant. Je voulais parler donc de l'autorité sanitaire d'Opasquayak. Nous avons une déclaration d'intention conjointe qui a été signée il y a un peu plus d'un an par le président de notre conseil d'administration et celui de l'autorité sanitaire de Pasquayak. Pasquayak est à l'hôpital de la Nation Crie, sur la rive opposée au Pas. Il y a 4000 personnes. C'est un organisme qui est très progressiste, une Nation Crie qui est très organisée, qui possède son propre service de santé. Et nous sommes très heureux d'établir un partenariat avec cet organisme. Et la déclaration d'intention prévoit notamment un calendrier au niveau des soins primaires. Nous fournissons un médecin et une infirmière praticienne qui peuvent pratiquer dans leur clinique. Cela se fait dans le cadre d'un modèle de pratique collaborative. Ils utilisent les dossiers de santé électronique utilisés afin qu'il y ait qu'un système unique. Nous mettons en pratique un accès avancé avec une concentration sur les divers effets qui se font sentir. Nous commençons à nous tourner vers les services spécialistes, soit au niveau de la région ou essentiellement, disons, à partir de Winnipeg. Mais cela sera également fourni dans leur clinique. Et puis les services de santé. Nous établissons c'est un thème dans toute notre région. Chaque communauté dans laquelle nous nous rendons évoque les préoccupations liées aux services de santé. Nous établissons un partenariat avec eux. Le conseil tribal Keewatin, qui représente environ 10 communautés de Premières Nations de la région de Thompson. Nous en sommes aux premières étapes d'établissement de relations avec ce conseil tribal. À l'heure actuelle, nous nous intéressons donc au partage de services. Eux fournissent pas mal de programmes et services que nous pouvons exploiter au niveau donc des doubles emplois, de la rationalisation. Ensuite, la Première Nation de Cross Lake, vous en aurez entendu parler du fait qu'il y a eu un groupe de suicides de jeunes et de jeunes adultes dans cette communauté. J'ai reçu une invitation du chef de cette communauté, population de 8000 personnes. C'est une communauté importante.
j'ai reçu une invitation du chef à les soutenir. Nous avons eu le privilège et l'honneur de le faire et nous avons envoyé un ou deux membres de notre personnel ainsi qu'un soutien au plan psychologique et au plan du leadership pour aider cette communauté dans une période difficile. Les résultats de cette invitation, un approfondissement de notre relation, un renforcement de la confiance, de la compréhension mutuelle, et nous considérons que c'est une base très solide pour l'avenir parce que nous savons qu'il y aura des projets d'immobilisation qui vont être mis en œuvre dans cette communauté, et je crois qu'il y aura de véritables synergies entre Cross Lake, l'autorité sanitaire régionale et le gouvernement provincial. Et enfin, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits, nous avons une entente de contribution avec elle. Le montant de cette subvention augmente chaque année et c'est grâce à cet excellent dialogue, cette excellente relation que nous sommes en mesure d'exploiter les ressources. Presque chaque semaine, il y a la possibilité d'explorer davantage d'options. Alors donc, je dirais que la progression est lente. Nous progressons lentement vers une meilleure santé, de meilleurs soins et nous l'espérons une meilleure valeur. Dans une région qui est si faiblement peuplée, notre région est plus grande que la France avec seulement 78 000 personnes qui y habitent. L'aspect de la valeur est parfois difficile à mesurer. Merci de votre attention. Stephen Sammis, merci beaucoup, Helga Bryant. Votre dernier mot quant au sujet d'une région qui est plus vaste que la France avec une population si faible, ça situe vraiment la réalité. Et merci de nous avoir exposé comment l'Agence régionale de santé travaille sur un bon nombre de dossiers, y compris leur opérationnalisation, pour assurer une meilleure coordination des soins pour les communautés des Premières Nations. Merci beaucoup. À présent, je vais donner la parole à Paul Hourath. Merci beaucoup. D'abord, je remercie le comité qui a préparé cet événement. Je voudrais remercier Stephen Sammis d'avoir défriché le contexte pour cette journée et les deux intervenants qui m'ont précédé pour leur exposer. Je voudrais parler du point de vue d'un release au niveau de la régionalisation. Quelques antécédents très rapides. Je vais évoquer certains des exemples de choses qui se produisent dans le sud-est. Et je voudrais évoquer un exemple en particulier de façon un peu détaillée, et puis je vais exposer ce qui est proposé quant à l'évolution des réseaux locaux. Tout d'abord, les réseaux locaux d'intégration de santé ont été créés en 2005. Nous avons été la dernière province à déléguer la prise de décision en matière de santé, soins de santé aux régions. Je crois que nous disposons effectivement de pouvoir de décision, pas tout à fait comme les autorités sanitaires régionales, mais tout à fait dans l'esprit de la refonte du système de santé. La loi sur l'intégration du système a été adoptée en 2006. Il y a 14 réseaux qui desservent chaque environ 900 000 et plus. Celui du Sud-Est dessert environ 500 000 personnes, surtout dans les régions les plus rurales. Nous avons 84 fournisseurs de services de santé, y compris dans 7 centres hospitaliers, représentant un financement annuel d'1,1 milliard de dollars. Seuls 5 de ces fournisseurs représentent les soins primaires. Alors des organismes comme les équipes de santé familiale, par exemple les acquis pratiques, la médecine de ville ne sont pas inclus. Nous sommes dirigés par un conseil d'administration de 9 membres nommés par décret, par le conseil des ministres, et tous les conseils d'administration des FSS continuent à être supprimés. Donc, dans notre réseau dans le sud-est, nous avons encore une fois 500 000 personnes
Ces lignes sur la carte ont été établies par l'Institut des sciences de santé et d'évaluation. Dans le Sud-Est, nous savons que 94% des personnes qui habitent dans cette région reçoivent des services de santé de fournisseurs qui existent dans ces régions. Donc, c'est une mesure donc de correspondance sur le terrain. Alors, au niveau de la gouvernance dans l'environnement des RLIS, avec tous les fournisseurs de services de santé existants, la gouvernance des systèmes devrait découler de la gouvernance collaborative. Ce que nous entendons par là, ce sont des conseils qui collaborent. Alors, il y a toutes sortes de capital social, les efforts que nous entreprenons pour favoriser la concertation et la collaboration afin de parvenir aux soins intégrés. Donc, les missions du réseau, la planification du système de santé local, la croissance de la population en fonction de l'âge, les antécédents d'utilisation, les prévisions en matière d'utilisation, les techniques, les approches, les différents types le fardeau de maladies au sein des RLIS, la capacité qui est nécessaire pour répondre à cette demande. Nous sommes également responsables de l'intégration. Nous avons encore un système qui fonctionne de façon très indépendante et encore une fois, nous voulons parvenir à des systèmes régionaux de soins intégrés. Le financement, encore une fois, dans le Sud-Est, environ $1 milliard pour 84 fournisseurs de services de santé qui fournissent et nous détenons des ententes de responsabilisation avec environ 124 types de programmes. Les ententes de responsabilisation nous permettent de traduire les plans en action, puisque nous répartissons, disons, 300 millions à un hôpital, 100 000 un petit organisme communautaire. Ces attributions sont assorties d'ententes de responsabilisation signées par les chefs de la direction de chaque organisme avec mon conseil. Et ça nous permet de responsabiliser donc l'usage qui est fait de cet argent. Nous avons des objectifs de rendement dont nous faisons le suivi, au sujet desquels nous produisons des rapports. Nous sommes également responsables de la participation communautaire, y compris la participation du public, des patients, et des autres parties prenantes. Le type de programme que nous entreprenons dans le Sud-Ouest pour améliorer le système comporte un important projet hospitalier, 7 hôpitaux. Nous tâchons de les amener à collaborer afin de créer un réseau régional, les services de santé mentale, lutte contre les dépendances, réforme des soins de santé primaire, maillon santé que j'évoquerai plus en détail, et puis un certain nombre d'autres activités, d'autres projets que nous entreprenons afin d'accroître l'intégration des services. Les améliorations que nous envisageons, nous prévoyons un système de santé qui est intégré, qui fonctionne comme un système, qui répond aux besoins complexes de nos patients, et qui donne accès à des soins de grande qualité, qui fournit des soins dans un environnement sans danger, tant pour le patient que pour le personnel, un environnement qui fournit des soins coordonnés conformément aux moyens financiers et qui devrait déboucher sur un accès amélioré à des soins de qualité, une réduction des temps d'attente, une diminution des visites répétées, une plus grande satisfaction des patients et du personnel. Alors les maillons santé. C'est une initiative provinciale. On reconnaît qu'il y a un certain nombre de personnes dans notre province qui ont des besoins de santé très complexes, qui ont 4 affections ou plus, qui représentent 1% de la population, mais qui utilisent 50% des fonds que nous dépensons dans la santé. Ce n'est pas que c'est un problème, mais c'est que notre système ne réagit pas bien à ces personnes. Donc, dans le Sud-Est, sur les 500 donc 1000 personnes, nous avons 7 maillons santé. La caractéristique clé, nos maillons santé sont animés par les soins de santé primaires.
Il s'agit de planifier, coordonner les soins pour chacun de ces patients. Non pas les objectifs cliniques, mais les objectifs du patient. Alors, à titre d'exemple, voici le plan de la région du Sud, la carte de la région du Sud-Ouest et des 7 maillons santé. Celui qui est encerclé représente le maillon Quinty et voici la carte des fournisseurs qui montre que nous avons divers types de services de santé primaire, y compris des équipes de santé familiale, organismes de santé familiale, des cliniques dirigées par des infirmières praticiennes, centres de santé communautaires qui travaillent ensemble à titre d'organisation indépendante et au niveau des maillons de santé et toutes sortes d'autres services qui représentent les autres secteurs qui sont en cause ou qui pourraient être en cause. Et tous ces organismes sont nécessaires qui sont nécessaires pour un patient seront inclus dans le plan de santé coordonné. Alors, je vais passer à la diapositive, à d'autres diapositives. En fait, vous montrer ce qui se produit au niveau des changements. Nous assistons à une réduction des visites répétées au service d'urgence. Nous constatons des réductions. Je vais sauter quelques diapositives. Nous assistons à une réduction dans les admissions répétées à l'hôpital et nous voyons également une augmentation de la satisfaction des patients, la satisfaction des fournisseurs augmente et la durée de séjour diminue et les visites d'urgence diminuent. Donc, dans une période très courte, période de 2 ans, nous constatons ce genre de changement dans nos maillons santé. Donc, l'effort que nous avons consacré à travailler en collaboration avec ces organismes nous a beaucoup permis de réaliser un véritable revirement dans les soins à ces patients. Alors, pour passer donc à l'évolution et à l'avenir des RLIS, des réseaux locaux d'intégration de la santé, on a proposé, et nous proposons qu'un projet de loi sera déposé bientôt, mais si ce projet de loi est adopté, il y aura 4 volets, et à mon avis, il y en a véritablement 5. Tout d'abord, au sein de chaque réseau, il y aurait des sous-régions qui seraient identifiées comme des points focaux pour la planification et la prestation intégrée de services, qui nous permettrait de concentrer notre planification et la prestation de services, changement de services en place à ce niveau inférieur. Et cela nous donnerait la possibilité de créer l'intégration verticale qui est assortie de l'intégration horizontale. Il y aurait en particulier l'accessibilité en temps opportun aux soins de santé primaire, la meilleure intégration des soins de santé et ensuite l'harmonisation et l'accessibilité plus grande des soins communautaires et à domicile. Et outre cela, il y aurait des liens plus forts avec la santé publique et la population, ce qui aiderait à améliorer la planification dans le cadre de la santé de la population. Et puis un 5e élément serait le leadership clinique. Nous verrions donc des leaders cliniques qui joueraient un rôle dans les RLIS. Alors voici donc la proposition qui a été présentée en décembre et nous prévoyons qu'un projet de loi sera déposé cette année. Alors voilà, je conclus ma présentation. Steven Samus, merci beaucoup. Paul Horace pour nous avoir aidé à améliorer notre compréhension du rôle d'ERLIS et comme vous l'avez dit sur votre dernière diapositive, de leur évolution future dans l'Ontario, ce qui est fort intéressant. Alors, quand on considère les programmes et les initiatives et les résultats futurs pour l'ERLIS Sud-Est, on voit à quel point c'est conforme avec les recommandations du rapport et encore une fois les résultats très impressionnants que vous avez obtenus grâce à vos maillons santé et qui prennent en charge certains des problèmes significatifs identifiés dans le rapport. Ces 2 présentations, je pense, ont aidé à faire ressortir certains des domaines clés qui ont été identifiés par les auteurs du rapport, surtout la recommandation donc quant à la voie de l'avenir.
en fonction des structures dans le cadre de ce webinaire. Les régions travaillent en collaboration pour aborder le genre de problèmes qui ont été évoqués. Alors, cela évoque de façon très prometteuse l'évolution des soins au pays. Nous avons une ou deux questions. Nous vous encourageons à continuer. Nous avons le temps d'avoir une ou deux questions. Inscrivez-les saisissez dans la boîte de dialogue. Je commence par la première question. Alors, donc, une question pour Helga Bryant de Nancy Merrill. Helga Bryant, est-ce que vous avez des données sur les résultats pour montrer les exemples des succès que vous avez réalisés dans votre présentation? Helga Bryant, j'ai vu cette question, j'ai eu un peu le temps d'y réfléchir. Nous avons eu cet énoncé d'intention en place depuis un peu plus d'un an. Les données sur les résultats ne sont pas très accessibles pour l'instant, mais nous savons, d'après les données des pharmacies, qu'il y a eu une réduction des prescriptions de T3 et de temazepam. Et c'était des médicaments qui étaient notoirement, qui faisaient l'objet d'abus notoires, et les cliniciens de concert avec les pharmaciens locaux ont vraiment travaillé pour réduire ce problème. Les niveaux d'attachement sont d'environ 800. Alors, il s'agit de 800 patients qui peuvent accéder aux services sur place plutôt qu'à la clinique de la région du Nord, au pas, qui est de l'autre côté de la rivière, sur l'autre rive. Voilà des indicateurs dont nous continuons de faire le suivi. Très bien, une question pour Hiraz. Vous avez dit qu'1% de la population utilise environ 50% des ressources de santé. Sharon demande si vous pourriez clarifier cela. Qui sont ces personnes? Quels services utilisent-elles? Et ainsi de suite. Pour Hiraz, dans la province, nous reconnaissons qu'environ 1% utilise environ 50% des ressources. 5% utilise 75% des ressources. C'est assez important. Alors, ça crée la possibilité pour nous d'améliorer la façon dont nous dispensons les soins. La question consiste vraiment à identifier ces personnes, à identifier les personnes. Donc, nous avons procédé à l'élaboration d'un algorithme qui nous aide à déterminer quels sont les indicateurs clés. Cela inclut 4 affections, la présence concomitante de 4 affections chroniques et d'autres aspects, visites répétées, les admissions réitérées. Les admissions répétées, c'est plus éloquent que les visites répétées aux urgences. On va créer un outil électronique pour nos médecins de famille. Et cela nous permet, presque en temps réel, d'identifier les patients. Ça nous donne donc un médecin nous a dit qu'il a nous a constamment sur son écran. Il a remarqué qu'un de ses patients était au service d'urgence. Il a pu rejoindre le patient dans la salle d'attente et a empêché une visite à l'urgence. Il l'a fait venir au cabinet tout de suite, à son cabinet tout de suite. Donc cet outil électronique nous a aidé à incorporer les algorithmes. Et nous pouvons donc identifier et répondre constamment, donc en permanence à ces patients. Stephen Samis, bon, 2 questions qui sont apparentées de Jackie. Pensez-vous que la responsabilité de financement des soins primaires et des services médicaux deviendra la responsabilité des Airlis dans l'avenir? Et question apparentée, est-ce que vous voulez dire que l'Airlis prendra la responsabilité de la planification des soins primaires plutôt que des soins primaires proprement dit? Pour Hiraz, il est difficile de prédire ce qui va se produire, mais
la proposition donnerait davantage de responsabilités au RLIS et je suis favorable à, donc à la responsabilisation au niveau des soins primaires. Dans toutes les autorités de santé régionales, ce n'est pas comme si chacun fait exactement ce qu'il veut. Il faut un alignement sur une stratégie provinciale. Et c'est cela que les alignements permettent d'obtenir en Ontario. Donc, nous sommes responsables de l'amélioration des services, mais le point clé n'en fait pas partie. Donc, nous n'avons pas tous les outils et nous croyons que nous allons avoir ces outils. Stephen Samis, merci beaucoup. Une autre question pour Paul Huras, qui est apparentée donc aux orientations futures que vous avez évoquées. Comment pensez-vous que l'évolution des sous-réseaux géographiques va affecter le système? Pour Huras, encore une fois, nous espérons que ça va nous permettre d'élaborer l'intégration verticale. C'est difficile d'élaborer l'intégration verticale dans une communauté qui pourrait avoir 1 million de personnes. Donc, dans le sud-est, où notre population est de 500 000 personnes, nous pourrions avoir 5 sous-réseaux qui représenteraient des communautés, des fournisseurs qui se connaîtraient mieux. Et cela va vraiment nous permettre de créer l'intégration verticale. Mon objectif serait que le médecin de famille à Brockville pourrait s'intégrer verticalement avec les services, disons, de santé mentale qui seraient uniformes dans l'ensemble de la région. Dans l'intégration horizontale, le médecin à Brockville pourra avoir accès aux services de lutte contre les dépendances et de santé mentale pour ses patients comme un médecin à Belleville. Et cela va vraiment commencer à faciliter la vie des médecins de famille et autres fournisseurs de soins. Paul Stephen Samis, merci beaucoup. Et cela revient à une question qui était adressée à Helga Bryant et Paul Huras, qui portait sur la question des soins de santé mentale et lutte contre la toxicomanie. Helga Bryant, pourriez-vous nous parler un petit peu de vos réflexions sur l'intégration au niveau de la santé mentale et de lutte contre les toxicomanies en Alberta? Helga Bryant, avec la santé mentale et la santé publique qui sont fournis par les autorités de santé régionales, cela nous a permis de mettre en œuvre la notion de la santé au niveau du comportement, les gens qui changent leur comportement, et ce qui a un impact, bien entendu, sur la santé mentale, la santé physique, la santé affective. Et je crois que dans tous ces domaines de programmation, étant détenu dans une seule entité de gouvernance, cela permet une communication beaucoup améliorée entre les différents domaines de programmation dans une région, ce qui nous permet de parler d'une seule voix avec nos communautés. Et ce qui facilite l'entrée dans le système, parce que quel que soit le premier point de contact des patients, nous voulons, en tant que système, les aider à s'y retrouver dans le système, plutôt que de les envoyer à tel ou tel service. Nous tâchons de coordonner cela à l'interne. Et ça a été, je crois, l'un des principaux avantages. Paul Huras a évoqué les comorbidités multiples, la complexité des cas de certains patients, et nous le voyons dans le Nord. Nous voyons constamment les soins sont mieux coordonnés parce que nous gérons ces divers domaines de programmation. Stephen Samis. Helga Bryant, une question puisque vous avez évoqué l'évolution des autorités de santé, des autorités sanitaires au Manitoba et la réduction de 12 à 5. Question de Cheryl. L'un des objectifs de la régionalisation, c'était de réduire le dédoublement et l'administration. Est-ce que le nombre de personnels administratifs et les coûts d'administration ont baissé? Helga Bryant.
Je crois qu'il y a certaines personnes d'une autorité de santé du Manitoba en ligne. Il y avait des attentes à cet égard quand on songe au fait qu'il y avait 11 régions dont chacune avait un chef de direction, une équipe de direction et un conseil d'administration. Il y a eu donc 6 chefs de direction de moins, 6 équipes de direction de moins. Il y avait plusieurs personnes qui ont été absorbées dans le système pour combler des postes vacants ou qui n'ont pas trouvé de place dans le système. On pourrait aller jusqu'à 40 postes. Et au niveau des conseils d'administration, bon, il n'y a pas de salaire, mais enfin, il y a des jetons de présence et des déplacements. Il y a 90 administrateurs de moins dans la province. Alors oui, il y a certainement moins de dirigeants dans la région. Steven Sames. Bon, les deux dernières questions s'adressent à vous, Paul Huras. Les gens s'intéressent toujours au changement. Deux questions apparentées. Tout d'abord, si les services sont transférés d'un centre communautaire d'accès de soins au RLIS, si le centre communautaire d'accès de soins existe toujours. Et deuxièmement, quand pensez-vous que la décision du renforcement de l'imputabilité pour les soins primaires dans les RLIS sera prise? Pour cette proposition devra être, pour la plus grande partie, devra être traduite sous forme de projet de loi. Ce n'est pas encore acquis, mais s'il y a un engagement, la question est la suivante. Au niveau des centres communautaires d'accès aux soins, les soins communautaires et à domicile seraient transférés au RLIS. Donc la proposition, la façon dont cela a été identifié, c'est que les personnes qui travaillent actuellement dans cet environnement feraient désormais partie du RLIS et le conseil serait responsable de la supervision du chef de la direction du réseau pour la prestation de ces services par rapport à ce que fait actuellement le RLIS. Quant aux soins primaires, je pense que, admettons que ce se produirait, la principale responsabilité de soins primaires, il s'agirait donc de planification et de performance. Donc, la responsabilisation proprement dite serait l'étape suivante qui s'en suivrait. Steven Samus. Eh bien, je saisis l'occasion de remercier nos trois intervenants pour leurs excellentes présentations. Docteur Bergevin, merci pour votre survol du rapport fort intéressant et qui arrive à point sur la régionalisation au pays, les antécédents, la situation actuelle et l'avenir. Merci à Helga Bryant et Paul Huras de nous avoir aidés à comprendre que nous évoluons d'ores et déjà dans cette direction. Nous répondons aux recommandations du rapport des systèmes de santé qui sont très conscients des problèmes qui ont été identifiés. Vous voyez à l'écran un sondage. Votre rétroaction est indispensable pour la planification des webinaires futurs. Nous vous demandons de prendre un instant pour nous donner quelques rétroactions. Il y a 5 questions auxquelles nous vous demanderions de répondre. Nous vous invitons à vous inscrire pour notre bulletin de la FCASS afin de recevoir le programme complet des webinaires à venir. Encore une fois, je remercie tous nos intervenants pour leurs excellentes présentations. Je remercie Kelly et Shina pour leur travail en coulisses à Ottawa. Et bien sûr, je vous remercie, vous, nos auditeurs, d'avoir été des nôtres.